Bonsoir à tous. Je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir, avec ces histoires d'horreur sur des amitiés dangereuses. Alors avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez un commentaire. Quand vous êtes prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Jamais je n'aurais pensé vivre quelque chose de semblable, mais la vie a ses façons de vous surprendre, parfois pas de la meilleure manière. Tout a commencé avec un message reçu sur Facebook. C'était Amara, une amie d'enfance avec qui j'avais perdu contact depuis des années. Je me souvenais d'elle comme d'une fille joyeuse, drôle, avec un sourire contagieux et avec qui je jouais tous les après-midi. Mais cela faisait bien longtemps que nous n'avions plus eu de nouvelles l'une de l'autre, car elle était partie vivre au Mexique avec sa famille et nous nous étions ensuite complètement perdus de vue. Maintenant, en voyant qu'elle m'avait écrit, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine curiosité mêlée à un brin de nostalgie. Salut, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment tu vas? J'aimerais vraiment reprendre contact. Anne disait son message. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai répondu avec un sourire. Très vite, nous avons échangé nos numéros et commencé à discuter par message. Amara semblait aussi chaleureuse et amusante qu'avant. Elle m'a raconté qu'elle avait beaucoup voyagé pour le travail et qu'elle était de retour en ville pour une sorte de pause temporaire avant de repartir au Mexique dans quelques semaines pour des engagements professionnels. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café et dans les jours suivants, nous avons profité de notre temps ensemble pour sortir, rire et nous raconter nos vies. C'était merveilleux de partager à nouveau ces moments avec elle. Amara était toujours cette fille enthousiaste et pleine d'esprit. C'était comme si le temps n'avait pas passé. Notre amitié semblait intacte. « Tu veux venir avec moi? Ce serait une aventure toutes les deux, » m'a-t-elle dit après qu'on soit sortis en boîte, alors que je la raccompagnais chez elle. Amara travaillait comme promotrice d'événements et elle devait se rendre à Cancun pour honorer un contrat. Elle devait y rester 2 semaines avant de revenir aux États-Unis. Je dois avouer que sa proposition m'a prise de court. Je n'étais jamais allé au Mexique, encore moins à Cancun. Mais bien sûr, j'avais entendu parler de cet endroit paradisiaque. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter pour l'argent. L'entreprise prendrait tout en charge. J'irais comme son assistante et on passerait 2 semaines de rêve. Qui aurait pu dire non à une proposition pareille? Évidemment, j'ai accepté tout de suite. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Elle m'a pris les mains et on a sauté de joie comme 2 écolières, exactement comme quand on était enfant. Jamais je n'aurais pu imaginer la terrible épreuve que j'allais vivre. Les 2 premiers jours, on a visité des lieux touristiques, goûté une cuisine délicieuse, découvert des plages à couper le souffle. J'étais sur un petit nuage. Tout semblait parfait, et Amara était la meilleure compagnie du monde. J'étais heureuse d'avoir retrouvé cette amie d'enfance dans un endroit aussi magique. Mais une chose me troublait. Je ne l'avais jamais vraiment vue travailler. Elle passait son temps à envoyer des messages ou à passer des appels, toujours à l'écart, comme si elle ne voulait pas que je l'entende. Je n'y ai pas prêté trop attention. Trop occupé à profiter de l'expérience et reconnaissant envers Amara, alors je l'ai laissé faire ses affaires, et je me suis concentré sur le moment présent. Le 3e jour, Amara m'a proposé de passer quelques jours dans un petit village côtier, dans un hôtel qu'elle avait réservé la veille. Elle m'a dit que l'événement prévu était reporté et que son équipe ne viendrait que plus tard, donc elle en profitait pour me faire découvrir un lieu très spécial. Et ça m'allait. Je lui faisais confiance. Mais je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Le jour où la situation a basculé dans le cauchemar avait pourtant commencé comme les autres, avec des rires et des projets. Mais dès notre arrivée au village, j'ai ressenti une étrange atmosphère. Pendant le trajet, Amara n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Je remarquais qu'elle était différente, tendue. Ce n'était plus la fille détendue et enjouée des jours précédents. Le village était plus éloigné que ce que j'avais imaginé. Et pour être honnête, il n'avait rien de charmant. C'était un endroit rudimentaire, avec des rues en terre, des constructions précaires, entouré de végétation dense.
En plus, il semblait perdu au milieu de nulle part. Tout cela, ajouté à l'attitude étrange d'Amara, me mettait mal à l'aise. Quelque chose clochait. Elle a remarqué mon inconfort et m'a souri, m'a prise par la main et m'a emmené manger des tacos. Dans un petit kiosque à proximité. On a déjeuné là. Mais malgré ses efforts pour paraître normal, son anxiété était visible. Et cela commençait à me déranger. C'était comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Mais encore une fois, j'ai choisi de lui faire confiance et d'écarter mes doutes. Ensuite, nous sommes allés dans une petite auberge modeste mais correcte. Nous avons déposé nos affaires et j'en ai profité pour prendre une douche et me changer. La chaleur était étouffante. Quand je suis sorti de la salle de bain, Mara n'était plus dans la chambre. En regardant par la fenêtre, je l'ai vue au téléphone dehors, l'air sérieuse, nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle voulait s'assurer que personne ne l'écoutait. Mais lorsqu'elle est revenue dans la chambre, elle avait retrouvé son grand sourire. Elle m'a dit que plus tard, elle m'emmènerait dans un endroit spécial. Ce soir-là, elle m'a conduite dans une vieille maison perdue, au milieu de la forêt, loin du village et de toute présence humaine. Une vieille voiture est venue nous chercher, et nous avons suivi un chemin de terre jusqu'à destination. Pendant le trajet, une petite voix dans ma tête me criait que quelque chose n'allait pas. Inquiète, j'ai demandé plusieurs fois à Amara où nous allions, mais elle m'assurait que c'était une surprise, que tout irait bien. Impossible de ne pas remarquer qu'elle était inhabituellement silencieuse, tout comme le chauffeur qui n'a pas prononcé un mot du trajet. Quand nous sommes arrivés, il y avait une petite maison en bois qui semblait abandonnée. Ses murs étaient couverts de toiles d'araignée, et le bois grinçait sous l'effet du vent. 2 bidons d'eau se trouvaient à l'extérieur, ainsi qu'un vieux pick-up boueux garé un peu plus loin. Rien de tout cela ne me rassurait, et à cet instant, mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'on fait ici, Amara? Ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Elle s'est retournée vers moi. Elle m'a adressé un sourire forcé, douloureux. Et dans ses yeux, j'ai vu la vérité. C'était un piège. Désolé, ma chère, a-t-elle murmuré. Instinctivement, j'ai fait 2 pas en arrière, puis j'ai tenté de courir. Mais le chauffeur m'en a empêché. Soudain, 2 hommes ont surgi de l'ombre et m'ont attrapé par les bras pour me traîner à l'intérieur de la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié. Mais ils se contentaient de rire et disaient des choses en espagnol que je ne comprenais pas. Je n'ai saisi que 2 mots, bienvenida et gracias. Amara. La peur m'a envahi complètement. J'ai essayé de me débattre, de me défendre, de frapper, mais c'était inutile. J'étais paniqué et terrifié, et Amara, elle est restée là, à regarder la scène en silence, pendant que le conducteur lui remettait un paquet. La dernière image que j'ai eue, c'est celle d'eux montant dans la voiture, et s'éloignant, me laissant à la merci de ces hommes, comme si je n'étais qu'une marchandise. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Amara n'était pas l'amie que je croyais. Elle m'avait vendu. Je ne savais pas encore à quoi exactement, mais j'allais bientôt le découvrir. « Non, pitié !» ai-je crié en larmes, prenant soudain conscience de l'ampleur de l'horreur. Ils m'ont traîné dans la maison et jeté dans une pièce sombre. Dans la pénombre, j'ai commencé à pleurer, désespéré. C'était irréel, une véritable scène de cauchemar. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'était passé. Qui étaient ces gens? Des kidnappeurs? Des trafiquants? Un réseau de traite? Des proxénètes? Je n'en savais rien. La seule chose que je savais, c'est que j'étais en grand danger. J'ai commencé à chercher mon téléphone dans mes poches, mais il n'y était plus. Je ne sais pas quand ils me l'ont pris, ou si c'est Amara qui l'a subtilisé. Prise de panique, j'ai frappé à la porte en criant, les suppliant de me laisser partir. Mais tout ce que cela a provoqué, c'est qu'un des hommes est entré, m'a frappé au visage et m'a menacé de m'attacher. Il parlait parfaitement anglais. Alors, en pleurs, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de moi. Sa réponse m'a glacé le sang. « Calme-toi, on ne va pas te tuer. Les jeunes filles jolies comme toi nous rapportent beaucoup plus vivantes. Ne me force pas à te frapper encore. Nos clients n'aiment pas les produits abîmés. » À ces mots, j'ai senti mon cœur se noyer dans mon estomac. À cet instant précis, j'ai compris. Je savais maintenant exactement ce qu'ils allaient faire de moi. Je n'arrivais pas à croire qu'Amara ait pu me vendre à un réseau de traite humaine.
En quoi était-elle devenue ce monstre? Ce souvenir est l'un des plus sombres de ma vie. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable et effrayé. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur en bois, et j'ai pleuré comme un bébé. Je ne sais pas pendant combien de temps, quelques minutes, peut-être des heures. Puis, à un moment, j'ai essayé de me relever. En posant la main contre une planche du mur, celle-ci a bougé légèrement et a émis un léger craquement. Je suis resté immobile quelques secondes, puis j'ai appuyé à nouveau sur la planche. Elle s'est encore déplacée. Je n'y croyais pas. Elle était mal fixée, et à travers la fente, je pouvais voir la lumière de la lune. La planche faisait environ 20 à 25 centimètres de large. J'ai toujours été très mince, et j'ai tout de suite compris que si je bougeais correctement, je pourrais peut-être me faufiler par là. L'adrénaline a commencé à circuler dans tout mon corps. J'étais presque euphorique. J'avais peut-être une chance de m'échapper de cet enfer, mais je savais aussi que c'était risqué. Je n'avais aucune idée du nombre exact de personnes dans la maison. J'entendais 2 voix d'hommes parler à l'avant, mais rien ne me garantissait qu'il n'y en avait pas d'autres autour. Mais c'était ma seule chance. Je devais la saisir coûte que coûte. Alors, tout doucement, sans faire de bruit, j'ai commencé à pousser la planche jusqu'à ce qu'elle tombe. Créant un petit passage, j'ai glissé la main pour l'agrandir encore un peu. Puis, dès que j'ai pu, je me suis glissé à travers l'ouverture, rampant avec force, en silence, sans un bruit. Le froid de la nuit m'a frappé de plein fouet au visage, mais c'était le cadet de mes soucis. J'ai marché presque sur la pointe des pieds et je me suis enfoncé dans la végétation, essayant de me souvenir du chemin par lequel nous étions arrivés. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et l'adrénaline parcourait chaque fibre de mon corps. J'entendais encore les voix de mes ravisseurs au loin, jusqu'au moment où elles ont disparu. Heureusement, du moins jusqu'à ce que je m'éloigne suffisamment, personne ne semblait avoir remarqué mon absence. Je me suis faufilé à travers la forêt, en pleine obscurité, sans direction claire, simplement guidé par mon instinct. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché parmi la végétation. Probablement des heures. J'étais assoiffé et mes muscles brûlaient. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir des lumières passer d'un côté à l'autre, et j'ai entendu le son distinct des voitures sur la route. Quand je suis sorti de cette jungle, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une grande avenue, avec de nombreuses voitures en circulation. Sans réfléchir, je me suis précipité sur la route, agitant les bras, appelant à l'aide. Presque aussitôt, une camionnette s'est arrêtée. À l'intérieur, un couple de personnes âgées. Leurs yeux se sont écarquillés en me voyant, et ils m'ont rapidement fait monter. En route, j'ai tenté de leur expliquer, avec mon espagnol approximatif, ce qui s'était passé. Ils m'ont conduite au poste de police le plus proche. Heureusement, l'un des agents parlait anglais, et j'ai enfin pu déposer plainte. Je n'avais nulle part où passer la nuit, car toutes mes affaires étaient restées dans la pension du village. Alors je suis resté au commissariat. Heureusement, les policiers ont réussi à récupérer mes affaires, qui étaient toujours là, tout comme Amara. Mais elle a réussi à s'enfuir quelques minutes avant l'arrivée des patrouilles. Malheureusement, ni elle ni mes ravisseurs n'ont été arrêtés. Les policiers m'ont dit que j'avais eu énormément de chance de m'en être sorti, car il s'agissait très probablement d'un réseau de traite de personnes très dangereux, actifs dans la région et qu'ils poursuivaient depuis des mois. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rentrer saine et sauve dans mon pays, mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Amara. J'ai également déposé une plainte officielle dans mon pays, juste au cas où elle remettrait les pieds sur le sol américain, afin qu'elle soit immédiatement arrêtée. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissante d'avoir survécu à cette expérience. Je suis persuadé que ce n'est pas juste de la chance, de que ma survie tient à une véritable intervention divine. Je suis convaincu que Dieu a entendu mes prières et qu'il a mis en mouvement ce qu'il fallait pour me permettre de m'échapper de cet enfer. Aujourd'hui, je veux que mon histoire serve d'avertissement. Faites très attention à qui vous accordez votre confiance, car comme dit le proverbe, on voit les visages, mais pas les cœurs. N'ignorez jamais votre intuition. Si vous êtes quelque part, et qu'une voix en vous vous dit que vous ne devriez pas y être, partez. Cela peut vous sauver la vie. Je vous jure que ce qui m'est arrivé en 2016 me donne encore des frissons aujourd'hui, rien qu'en y pensant. J'étais en 3e année d'université,
et je partageais un appartement hors du campus avec 2 gars, Jason et Liam. À vrai dire, je ne les connaissais pas très bien au début, mais on s'est rapidement entendus et, en un rien de temps, nous étions inséparables. Les week-ends, c'était toujours la même chose. Bière, sorties improvisées, bêtises qui finissaient souvent par quelqu'un qui perdait son portefeuille ou brisait l'écran de son téléphone. Vous voyez le genre. Un vendredi soir, Liam m'a parlé d'une rumeur qu'il avait entendue à propos d'une vieille usine abandonnée à la périphérie de la ville. Il disait qu'il y avait des gens qui y vivaient, une sorte de communauté libre ou quelque chose dans le genre. Quelqu'un dans son cours de psychologie avait dit que c'était un endroit calme pour passer du temps. On disait que c'était rempli de graffitis, de vieilles machines, et que l'ambiance y était bizarre. Pour moi, ça ressemblait à n'importe quelle histoire montée pour faire peur. Mais Jason, toujours curieux, a trouvé ça intéressant. Et comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai accepté de partir à l'aventure. Le lendemain, on a pris des boissons énergétiques et on a sauté dans la vieille voiture de Jason pour aller voir. Le quartier était franchement glauque, entouré de bâtiments barricadés ou aux fenêtres brisées. L'usine était énorme, bien plus que je l'imaginais. Des étages ouverts, des machines rouillées partout, des poutres en métal qui pendaient du plafond, des tapis roulants abandonnés au sol. Ça sentait l'humidité, la poussière et le béton mouillé. La plupart des fenêtres étaient bouchées ou sales, et la lumière à l'intérieur était presque inexistante. On voyait des matelas jetés ici et là, des tas de vêtements usés, quelqu'un vivait clairement là. Mais étonnamment, on n'entendait rien. Pas de musique, pas de voix, aucun signe de présence. On a rigolé en disant qu'on était dans un film de zombies. Et c'est vrai que l'ambiance était un peu flippante. Liam s'est mis à prendre des photos des graffitis, mais c'était surtout des tags moches, des dessins sans cohérence. On a marché un bon moment à travers les ateliers, les quais de chargement, tous ces lieux qui portaient les traces d'un passé lourd, mais qui semblaient aujourd'hui abandonnés. Il y avait des traces de brûlures sur les murs, des bougies fondues, posées sur des caisses empilées, plein de signes indiquant que quelqu'un avait bien été là récemment. Mais toujours pas une âme en vue. Petit à petit, on est arrivé dans un grand couloir qui se divisait en plusieurs directions. Jason voulait monter voir à l'étage, tandis que Liam est parti dans une autre direction pour explorer encore plus de murs, couverts d'art urbain chaotique et de graffitis. Je pensais faire un détour par l'arrière du bâtiment, puis revenir pour retrouver les gars sans vraiment avoir de plan. On s'était dit qu'on se retrouverait dans une quinzaine de minutes et qu'on resterait en contact. En réalité, on n'aurait jamais dû se séparer, tu sais. Dans ce genre d'endroit, on ne devrait jamais se séparer. Mais on était un peu stupide, on n'y a pas réfléchi. Au fur et à mesure que j'avançais, l'obscurité devenait plus dense. La lampe torche de mon téléphone, déjà pas très puissante, commençait à faiblir, et les murs, couverts de messages écrits au marqueur, donnaient une ambiance un peu glauque, mais sans me faire vraiment peur, juste étrange. À un moment donné, en me retournant, j'ai cru voir quelqu'un marcher à une certaine distance. J'ai supposé que c'était Jason ou Liam qui me rattrapait, alors je n'y ai pas prêté attention. Ensuite, je suis entré dans une pièce plus grande qui ressemblait à une ancienne salle de repos ou un bureau. Les fenêtres étaient complètement obstruées, il y avait des chaises cassées et une table pleine de canettes de bière vides. Je suis resté là un instant pour assimiler tout ça, quand j'ai soudain entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné, et à ma grande surprise, ce n'étaient pas mes amis. C'était un type d'une vingtaine d'années, mince, avec les cheveux longs attachés en chignon lâche. Il portait une chemise en flanelle sale, un jean déchiré et était pieds nus. Il avait l'air d'un de ces gars un peu perchés que tu verrais dans un cercle de tambours en train de parler d'énergie cosmique. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était un des habitants du lieu. Alors je lui ai dit, pas très à l'aise, « Salut, je ne voulais déranger personne. » Le type a esquissé un léger sourire, haussant les épaules, et a répondu, « Non, t'inquiète, je suis tout seul ici. La plupart des gens ne vont jamais aussi loin dans le bâtiment. » Sa voix était calme, rauque, sans agressivité. Je lui ai donné mon prénom, et il m'a dit qu'il s'appelait Jim, qu'il traînait ici depuis quelque temps.
Il m'a expliqué que les gens entraient et sortaient, mais que c'était plutôt tranquille en général. Je lui ai demandé si c'était OK qu'on soit là, et il a dit oui, du moment qu'on ne touchait pas aux affaires des autres, car certains n'aimaient pas ça. Pendant quelques minutes, on a échangé quelques banalités, rien de profond, rien qui semblait menaçant. Il m'a raconté qu'il vivait auparavant dans un van, et que cette usine, c'était mieux que la rue. Je ne savais pas quoi lui dire. Je l'ai simplement écouté. Mais tout à coup, il m'a demandé quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu veux voir un truc cool ?» Et il m'a montré une porte un peu plus loin. Je n'étais pas très sûr, mais il avait été plutôt sympa et ne semblait pas dangereux. Alors je l'ai suivi. On a traversé un couloir jusqu'à une petite pièce, sans fenêtre, qui sentait encore plus mauvais que le reste. La pièce était remplie de déchets, de vieux vêtements, de canettes, de cartons, de trucs crades partout. Mais dès qu'on est entré, il a claqué la porte derrière nous. Je suis resté figé, les yeux écarquillés. « Tranquille, m'a-t-il dit. Donne-moi juste ton portefeuille et ton téléphone, et c'est bon. » À ce moment-là, tout mon instinct me criait d'obéir. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas lui donner mes affaires comme ça. Alors je lui ai dit non. Il a commencé à s'approcher. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Effrayé, mais sans vouloir me battre. Il ne portait pas d'armes, mais je ne voulais pas tenter le diable. Il m'a dit que c'était sérieux, que je ne devais pas rendre les choses plus difficiles. Au lieu d'obéir, j'ai crié de toutes mes forces les noms de Jason et Liam, mais personne ne répondait. Il a essayé de fouiller mes poches. Je l'ai repoussé. On s'est battu un peu, et dans le chaos, il a réussi à me prendre mon portefeuille. J'ai continué à crier, espérant que quelqu'un m'entende. Mais rien. Il m'a frappé au visage. Un coup dur m'a crié de la fermer. Puis il a arraché mon téléphone et m'a poussé violemment. Je suis tombé par terre, me cognant contre des objets qui traînaient. Quand je me suis relevé, il disparaissait déjà par une autre porte plus loin dans le bâtiment. Je ne l'ai pas suivi. Je voulais juste sortir. J'ai couru aussi vite que possible en appelant encore Jason et Liam, toujours aucune réponse. Quand je suis enfin arrivé à l'extérieur, là où on était entré, il n'y avait personne. J'ai regardé autour de moi, pensant qu'ils m'attendaient peut-être dans la voiture. J'ai sauté par-dessus le trou dans la clôture et suis allé dans la rue. Mais tu sais quoi? La voiture n'était plus là. Il s'était barré. Il m'avait laissé seul. Je suis resté là quelques minutes, à regarder le vide, sans comprendre ce qui venait de se passer. J'ai rappelé, j'ai marché, j'ai attendu qu'il revienne. Rien. J'ai marché plus d'1 kilomètre à la recherche d'aide, jusqu'à ce que je tombe sur une station-service. Je suis entré, encore sous le choc. J'ai expliqué vaguement ce qui m'était arrivé et demandé si je pouvais utiliser un téléphone, mais le type du comptoir m'a dit non. Non, je ne pouvais pas. C'est fou à quel point certaines personnes peuvent être indifférentes. Ou peut-être qu'ils pensaient que j'étais un vagabond, vu l'état dans lequel j'étais après la bagarre avec ce type. Et ne parlons même pas de l'odeur. Je me suis assis sur le trottoir et j'ai regardé autour de moi. J'étais un peu désorienté, avec la tête qui bourdonnait et l'épaule en feu. Soudain, un homme qui faisait le plein de son pick-up s'est approché et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué brièvement ce qui s'était passé, et après un moment d'hésitation, il m'a dit de monter, qu'il allait justement dans cette direction et pouvait me déposer. J'avais déjà eu une mauvaise expérience en faisant confiance à un inconnu, mais à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'options. Alors je suis monté. Le trajet a duré environ 25 minutes et il m'a laissé à quelques rues de mon appartement. Je l'ai remercié pour le coup de main et j'ai marché le reste du chemin jusqu'à chez moi. Quand je suis entré, Jason et Liam étaient assis sur le canapé à regarder la télé, l'air surpris. Jason m'a regardé et a dit « Tout va bien, mec ». Je les ai juste regardés. Liam avait l'air mal à l'aise. « On t'a entendu crier. On a eu peur. On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. Ou je sais pas. Je leur ai demandé s'ils m'avaient laissé là-bas, juste pour qu'ils le confirment. Même si c'était évident. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés silencieux quelques secondes, jusqu'à ce que Jason lâche. On allait appeler quelqu'un quand on est sorti, mais on pensait que tu sortirais tout seul. Je n'ai rien répondu. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je n'avais pas envie de les regarder.
Ils sont venus plus tard, essayant de se justifier, disant qu'ils avaient paniqué, que c'était une erreur, et qu'ils ne voulaient pas que quelque chose de mal m'arrive. Mais la vérité, c'est que plus rien n'a jamais été pareil entre nous. J'ai arrêté de sortir avec eux. On se croisait juste dans l'appartement. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette nuit, j'en ai des frissons. Je me demande toujours ce qui se serait passé si ce gars avait eu un couteau, ou si les choses avaient tourné autrement. Mais ce qui me ronge le plus, c'est que mes amis m'ont laissé là-bas, alors qu'ils m'avaient entendu crier à l'aide, sans même vérifier si j'allais bien. J'avais 17 ans à la fin de ma dernière année de lycée, et à ce moment-là, je voulais faire quelque chose de différent, briser un peu la routine. Je n'étais pas du genre à sécher les cours tous les jours, mais ce jour-là, j'avais juste envie de me sentir libre. En réalité, ce n'était pas seulement pour me rebeller. Il y avait beaucoup de choses qui me pesaient. Ma mère n'allait pas bien, et en plus, elle était avec un homme qui n'aimait pas du tout les enfants. Du coup, je restais souvent chez mes grands-parents, et je devais me débrouiller seul, sans trop de soutien ni de bonne compagnie. J'avais une amie, Émilie, qui était toujours dans le même créneau horaire que moi. Et ce jour-là, on avait décidé de ne pas aller en cours. On faisait ça de temps en temps, mais ce jour-là était spécial. On est monté dans sa voiture, on a traversé la ville en passant par des rues bordées de magasins fermés et de vieux immeubles dans un quartier qui semblait tout, droit sorti d'un film d'horreur. L'endroit était étrange, sans aucun doute. Les maisons étaient très collées les unes aux autres, les jardins envahis par les mauvaises herbes, et tout respirait une atmosphère presque cachée. La rue était silencieuse. On n'entendait que le bourdonnement d'une voiture qui passait de temps en temps. Mais dans l'ensemble, c'était comme si le quartier était mort. On s'est dirigé vers une ruelle étroite, au bout de laquelle se trouvait une petite maison en piteux état. Là, quelqu'un nous attendait. Des gars du quartier qu'on évitait en général. Mais ce jour-là, on voulait se sentir libre, vivre un jour sans contrainte. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une bonne idée de traîner avec eux. Mais sur le moment, la rébellion l'a emporté. Alors on est resté là, et l'un d'eux nous a proposé de la weed. On a fumé, et en quelques minutes, tout est devenu flou. Je me suis retrouvé seul dans une pièce avec un garçon avec qui je sortais en cachette, et je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, ce sont de ses mains lourdes et rêches, et de cette sensation que mon corps ne répondait plus. Tout était comme dans un brouillard, flou, lointain. Ma tête tournait, mes pensées se mélangeaient, mes jambes étaient lourdes, et cette peur profonde grandissait dans ma poitrine. Je voulais le repousser, crier, faire quelque chose, mais je n'y arrivais pas. J'étais comme piégé dans un autre monde, incapable de bouger. Quand j'ai enfin réussi à sortir de cette pièce, j'ai vu Émilie assise sur le canapé. Elle me regardait, surprise, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir mettre des mots dessus. Quelque chose en moi me disait que non, que rien n'allait bien. On est resté là un moment. Puis les gars qui nous avaient invités ont trouvé une excuse pour partir, et on s'est retrouvés seuls avec cette sensation étrange dans l'air. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai appelé un autre ami, disons, un ami d'urgence. Il m'a dit que lui et son frère étaient libres et qu'ils pouvaient passer nous chercher. Ils sont venus avec une camionnette. Et franchement, ils avaient une bouteille d'alcool bon marché et de l'herbe encore pire. Bien sûr, ce n'était pas un bon choix. Mais à cet âge, on ne réfléchit pas toujours. On a bu, on a dansé, en essayant de paraître plus cool que ce qu'on était vraiment. Mais quelque chose, cette nuit-là, a changé très vite. C'était comme si l'atmosphère s'était soudainement alourdie. La pièce semblait se remplir d'ombres étranges, comme si les murs respiraient. Les rires qui nous accompagnaient, il y a quelques instants, s'étaient éteints brusquement, laissant place à un silence pesant, semblable à une tempête prête à éclater. C'est alors que l'un des garçons y dit quelque chose d'horrible. Il nous a demandé de nous déshabiller. À ce moment-là, mon cerveau est entré en chaos total. Je ne comprenais rien. Tout était noyé dans une sorte de brouillard épais et oppressant. Je me souviens surtout de mains qui m'attrapaient, de rires qui sonnaient comme des lames, et d'une douleur qui me transperçait de l'intérieur. Je revois un téléphone pointé vers mon visage
Émilie allongée au sol, une main sur ma nuque. Le poids, l'étouffement, la sensation de ne plus pouvoir respirer. L'angoisse m'étranglait et j'avais la sensation que tout s'écroulait. Mes souvenirs sont confus, mélangés. Ce qui reste, c'est ce sentiment d'impuissance et de désespoir. Je voulais juste que tout s'arrête. Mais tout ce que je voyais, c'était l'obscurité, une tempête dans ma tête. Les garçons sont sortis, puis ils sont revenus. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Ils nous ont traînés dans les escaliers, alors que nous étions à bout de force. Émilie a vomi dans un coin, comme si son corps ne supportait plus. Moi j'étais sous le choc, à moitié nue, grelottante, la main sur la bouche, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ils nous ont jetés dans la voiture d'Émilie et ont démarré en trombe. Je me souviens d'avoir tremblé de tout mon corps, la peur m'envahissant, alors qu'Émilie était inconsciente sur la banquette arrière. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'un gars que je connaissais à peine ne s'approche de nous, réalisant que quelque chose clochait. Je devais essayer de me couvrir un peu. Ma chemise était déchirée et entre deux sanglots, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux quelques secondes, puis m'a pris dans ses bras. Ses bras chauds et fermes ont été la seule chose qui m'a apporté un peu de calme. Je me souviens ensuite être assise sur le siège passager pendant qu'il conduisait jusqu'à la maison d'Émilie. Mais même là, tout restait flou. Quand nous sommes arrivés, Émilie ne tenait plus debout. Sa mère et sa sœur étaient là, prêtes à partir. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée, face contre terre, sans répondre. Sa mère a hurlé si fort qu'on aurait dit une sirène, courant vers elle, tandis que sa sœur la secouait, paniquée, répétant son prénom encore et encore. La scène s'est transformée en chaos. Des cris partout, des voix désespérées, suppliant qu'elle se réveille, mais elle restait inerte. Sa mère hurlait son nom, et dans cette panique absolue, je n'ai ressenti qu'une seule chose, l'envie de fuir, de courir. Je ne pouvais pas rester là. Je sais que c'était insensé, que c'était mal, mais je ne voulais plus jamais revivre cette nuit. Pourtant, je n'arrive pas à l'oublier. Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a marqué à jamais. Nous n'étions que des adolescentes, avec toute la vie devant nous, et en un instant, tout est devenu cauchemar. Je n'ai plus jamais revu Émilie depuis cette nuit. J'ai su par mes grands-parents qu'elle avait été emmenée à l'hôpital et qu'elle allait bien. Quant à moi, je ne sais même pas comment je suis rentré chez moi. Les jours qui ont suivi ont été une torture, culpabilité, honte, regret. Ce fut un immense traumatisme pour moi et j'ai dû m'en sortir seul. Je n'ai jamais raconté à ma mère ou à mes grands-parents ce qui s'était vraiment passé. Ils ont cru que c'était juste une bêtise d'adolescente. Une soirée un peu trop arrosée. Ils n'avaient aucune idée de l'enfer que j'avais vécu. Des années ont passé, presque 4, jusqu'au jour où, à l'université, j'ai reçu un appel d'une amie. Elle m'a dit qu'Émilie m'accusait d'avoir été la cause de tout, que c'était moi qui l'avais entraînée dans cette situation. J'étais sous le choc. J'ai tenté de me défendre, de raconter ma version. Mais j'ai fini par comprendre que peu importe ce que je disais ou faisais, rien n'effacerait l'horreur de ce jour-là. Je n'ai plus jamais voulu parler de cette histoire. Certaines choses n'ont pas de fin heureuse. Et certains souvenirs, même si on veut les oublier, restent gravés dans la mémoire, hantant nos nuits, nous rappelant que dans la vie, certaines blessures ne guérissent jamais. Je m'appelle Karen, j'ai 22 ans, et j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais cru possibles à un si jeune âge. Les gens peuvent être très cruels parfois, et ils n'hésitent pas à blesser les autres juste pour le plaisir. Malsain de les voir souffrir. Il y a environ 1 an et demi, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Stacy. On s'est croisés sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'on venait de la même ville, et on a vite commencé à discuter régulièrement. Le lien s'est créé très rapidement, et en peu de temps, on s'entendait à merveille. On a même décidé de se rencontrer en vrai autour de quelques bières, et c'est ce qu'on a fait. Stacy avait 2 ans de plus que moi, et dès le début, j'ai eu l'impression que je pouvais lui faire confiance. On partageait des choses très personnelles. On avait les mêmes goûts, les mêmes délires. Elle venait souvent chez moi, et j'allais souvent chez elle aussi. À l'époque, je louais un petit appartement que j'avais réussi à obtenir à force d'efforts. Cette proximité n'a fait que renforcer notre complicité.
On est devenus très proches. On partageait nos vêtements, nos secrets, et notre lien devenait de plus en plus fort. Notre relation était si belle que je pensais que rien ne pourrait la briser. Mais comme dans beaucoup d'histoires, il y avait une face sombre à cette amitié. Tout a commencé un après-midi, alors qu'on était sortis dîner dans un restaurant du centre-ville. En marchant, j'ai remarqué un garçon qui n'arrêtait pas de nous fixer. Il était beau, athlétique, avec un sourire charmant. Stacy l'a vu elle aussi. Elle a commencé à lui lancer des regards et à le draguer à la blague. Mais à un moment, il s'est rapproché, non pas pour lui parler à elle, mais pour s'adresser directement à moi. C'était super gênant. Il a commencé à me parler et m'a laissé son numéro. Pendant ce temps, Stacy avait l'air contrariée. Ça se voyait sur son visage, mais je n'ai pas voulu y prêter trop d'attention. Le type, qui s'appelait Ryan, est parti après avoir écrit son numéro au creux de ma main. En sortant du restaurant, Stacy est restée silencieuse pendant un moment, visiblement agacée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle a fini par m'avouer que ce garçon lui plaisait depuis longtemps et qu'elle était jalouse qu'il m'ait remarqué. Moi, et pas elle, la dispute était inévitable. Elle m'a reproché d'avoir accepté son numéro et, en réalité, d'avoir été présente ce soir-là dans un lieu qu'elle avait spécialement choisi pour croiser Ryan. J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais rien fait volontairement, mais furieuse, elle m'a demandé de lui donner le numéro et le contact. Pour éviter que la situation s'aggrave, je les lui ai donnés. Elle m'a promis qu'elle m'appellerait bientôt et qu'on sortirait à nouveau ensemble. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus étrange. Quelques jours plus tard, Stacy m'a appelé pour me dire qu'elle avait parlé avec Ryan et qu'il l'avait rejeté. Pas parce qu'il n'était pas intéressé en général, mais parce qu'il lui avait dit qu'il voulait sortir avec moi, pas avec elle. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se compliquer. Stacy est devenue jalouse, m'a reproché d'avoir attiré son attention, m'a dit qu'elle allait dans cet endroit uniquement pour lui et que je ne connaissais pas toute l'histoire. Mais ce n'était pas ma faute. Pourtant, elle refusait de l'entendre. Nous avons eu une énorme dispute et on s'est dit qu'on ne se reverrait plus jamais. Ça m'a laissé un goût amer parce que ce n'était pas de ma faute si ce gars ne s'intéressait pas à elle. Et puis, elle m'avait traîné là-bas dans l'unique but de le voir. Notre amitié, qui semblait si solide, s'est effondrée en quelques jours, comme si elle n'avait jamais existé. 2 semaines ont passé. Stacy me manquait. Je m'étais attaché à elle, à nos sorties, à nos rires insouciants. Et je pensais que peut-être, juste peut-être, on pourrait se réconcilier. Mais cette nuit-là, tout a changé. C'était une nuit comme les autres. Je dormais profondément dans mon appartement quand, soudain, quelque chose m'a réveillé en pleine nuit. Un son à l'oreille, comme un murmure ou un bruit étrange. J'ai ouvert les yeux d'un coup, le cœur battant, et je me suis levé précipitamment pour allumer la lumière. J'ai d'abord pensé que c'était juste un rêve bizarre, mais au moment où j'allais éteindre la lampe, j'ai entendu des bruits dans la cuisine, comme si quelqu'un s'y déplaçait. Prudemment, je me suis levé et j'ai marché lentement vers la porte, angoissé. Mais quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. C'était vraiment étrange. J'ai pensé que c'était mon imagination, ou mes nerfs. Alors j'ai éteint la lumière et je me suis retourné, prêt à me rendormir. Mais ce n'était pas si simple. La télévision de ma chambre s'est allumée toute seule, et j'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai sursauté de peur, et j'ai cherché la télécommande qui était sur le canapé. Sauf que la télévision était clairement sur la table de chevet, juste à côté de mon lit. Les choses ont commencé à devenir de plus en plus étranges. J'ai essayé de dormir, mais c'était impossible. Toute la nuit, j'ai fait des cauchemars. Je rêvais que mes dents tombaient, que des rivières d'eau cristalline coulaient à travers d'immenses cascades sans fin. Le matin suivant, en partant travailler, je me sentais pire que jamais, comme si quelqu'un m'avait drainé toute mon énergie. Je n'avais plus de force, j'avais très mal à la tête, et j'étais prise de vertige en permanence. Un collègue a remarqué que j'étais pâle et m'a conseillé de rentrer me reposer. J'ai demandé la permission et je suis retourné chez moi. Même avec des médicaments, je n'arrivais pas à calmer ce malaise qui m'envahissait. Je sentais qu'on m'observait.
J'entendais des bruits étranges dans chaque recoin de la maison. Mais la nuit fut terrible. Vers l'aube, je n'arrivais plus du tout à dormir. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Comme si quelqu'un s'y tenait, immobile dans l'obscurité. En m'approchant, j'ai vu une ombre, une silhouette se tenant là. Je ne pouvais en distinguer que les contours. Ma télé s'est rallumée toute seule. Et même si j'essayais de me calmer, je n'y arrivais pas. Il n'y avait rien dans la pièce, mais je savais que je n'étais pas seul. Et cela m'a terrifié. Puis à 2 heures du matin, juste quand je pensais que tout s'était apaisé, j'ai entendu des pas dans la cuisine et dans le salon. Mes jambes tremblaient. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais je suis resté figé, désespéré, ne sachant pas quoi faire. C'est alors que j'ai vu quelqu'un debout dans l'entrée de l'autre chambre. Derrière la porte, une silhouette étrange, immense, avec de très grands yeux en colère qui me fixaient. Ses cheveux étaient emmêlés et pendant une seconde, j'ai cru que c'était mon imagination, que la peur me jouait des tours. Mais aussitôt, j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Le pire, c'est quand j'ai senti des mains froides m'agripper les pieds. J'ai poussé un cri de terreur. Et juste après, une brûlure à l'épaule, comme si quelque chose m'avait mordu ou griffé. Je me suis levé d'un bond, j'ai couru dans la salle de bain, j'ai allumé la lumière et j'ai regardé mon bras. Et à ma grande horreur, il y avait une morsure, une éraflure. Je n'arrêtais pas de trembler. J'ai passé toute la nuit éveillé, les oreilles aux aguets, à écouter chaque bruit dans la maison. J'entendais des pas, des coups et des voix qui semblaient sortir de nulle part. Prier était la seule chose qui me gardait encore un peu de lucidité. Puis, d'un coup, le silence total. Quand enfin le soleil s'est levé, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis habillé en vitesse et je suis sorti chercher de l'aide. La première chose que j'ai faite, c'est aller voir un chaman que je connaissais dans mon quartier. Je savais que ce que je vivais ne relevait pas de l'imaginaire, ni du monde rationnel. Il n'y avait pas d'explication logique à tout cela. Et en tant que moitié mexicaine, je savais très bien que le surnaturel existe, même si on tente de le nier, de le réduire à de simples superstitions. Quand je suis arrivé chez le chaman, il m'a fait un nettoyage avec des œufs et des branches, puis il a cassé les œufs dans un verre. Une fois le rituel terminé, il m'a regardé et m'a dit des choses que je n'aurais jamais pensé entendre un jour. Il m'a dit qu'il avait ressenti une présence dans mes nuits, qu'il avait entendu des bruits, et que quelqu'un m'avait réellement fait du mal. Je lui ai demandé qui cela pouvait bien être, et il m'a regardé très sérieusement en me disant qu'il s'agissait d'un démon, qu'une personne avait attaché à moi et à ma maison, et que cette personne cherchait à se venger. J'étais sous le choc, je n'avais aucune idée de tout cela, mais le chaman, avec toute sa sagesse, m'a expliqué que la personne qui m'avait fait du mal était quelqu'un qui me détestait, et que cette personne s'appelait Stacy. Oui, moi-même je n'arrivais pas à y croire. Mais il m'a affirmé qu'elle m'avait volontairement fait du tort, qu'elle avait accompli quelque chose de très sombre à mon encontre. Il m'a donné des passages de la Bible à lire chaque soir et m'a recommandé d'acheter un crucifix à placer sur un petit autel. Il m'a aussi conseillé d'asperger toute ma maison d'eau bénite, dans les coins, sur mon lit, sur les murs, en traçant des croix, et qu'un prêtre vienne chez moi pour prier et demander protection. D'après lui, tout cela suffirait à éloigner cette présence négative. Et en effet, peu à peu, les bruits, les cauchemars ont commencé à diminuer. Ils ont cessé petit à petit, et certains soirs, j'ai même pu dormir sans peur. Quant à Stacy, la responsable de toute cette folie, je ne l'ai plus jamais revue. Je l'ai bloquée de partout, et j'ai évité tous les endroits où nous avions l'habitude d'aller ensemble. Rien que l'idée de la croiser me glaçait le sang. Si elle avait été capable de me faire autant de mal, je ne voulais même plus entendre parler d'elle. Aujourd'hui encore, chaque soir avant de me coucher, je récite les prières que l'on m'a enseignées et je place la croix sur mon autel. Peut-être qu'il reste quelque chose chez moi, mais au moins, je sais que je ne suis pas seul et que je peux me défendre. Cette expérience m'a changé à jamais. J'ai appris que tout ce que nous voyons n'est pas toute la réalité, et qu'il existe des forces qui, même invisibles, peuvent faire beaucoup de mal si l'on ne sait pas comment s'en protéger.
Je l'avoue, j'ai encore du mal à croire que Stacy ait pu me faire ça. Je tenais vraiment à elle. Je croyais que notre amitié était sincère. Mais vous voyez, certaines amitiés sont plus dangereuses que sincères. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques années. J'avais 17 ans et j'étais encore au lycée. Je n'oublierai jamais cette nuit dans la forêt, car elle m'a marqué profondément et m'a laissé des réflexions que je porte encore en moi aujourd'hui. Tout a commencé avec mon ami Alex et moi. On a toujours aimé l'aventure, les choses un peu folles. Alors un jour, on a décidé d'organiser un camping avec quelques amis dans une forêt pas très loin de la ville. L'idée était simple, passer la nuit à camper, regarder les étoiles, discuter et se déconnecter un peu de tout. Au début, 2 autres garçons devaient venir, Mickey et Danny, mais pour une raison ou une autre, ils ont annulé. Au final, nous n'étions que nous deux, et la fille avec qui Alex sortait à l'époque, Emily. Mais pour une raison que j'ignore, ils ont aussi voulu inviter une amie d'Emily, une fille appelée Lisa. Je ne la connaissais pas vraiment. Je l'avais croisée au lycée, mais on ne s'était jamais parlé. Elle était plutôt discrète, mystérieuse, avec de longs cheveux noirs et un regard perçant. Elle ne m'était pas antipathique, mais je ne ressentais pas non plus une grande affinité. Le trajet en voiture a duré environ 4 heures. Pendant la plupart du temps, Lisa n'a pas beaucoup parlé, sauf quand on lui posait une question directe. Et même si elle semblait calme au début, tout a changé quand elle a commencé à parler. C'était franchement étrange, car elle racontait des histoires d'une manière très particulière et très sinistre. Elle parlait de vengeance, de disputes avec des gens qui l'avaient offensée, d'anciens amis avec qui elle s'était fâchée violemment. Des histoires qui te donnaient vraiment la chair de poule. Elle a même mentionné des ex-petits amis à qui, soi-disant, elle avait donné une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et elle racontait tout ça en souriant, comme si c'était parfaitement normal. Au début, j'ai pensé que c'était juste une façon exagérée de raconter des choses, peut-être pour attirer l'attention. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'elle le pensait vraiment. Elle aimait cette ambiance sombre, elle aimait se venger des gens, et surtout, elle en tirait du plaisir. J'ai essayé de ne pas y prêter trop d'attention. Emily, heureusement, riait de tout ce que Lisa disait, comme si c'était une blague, et Alex ne semblait même pas l'écouter. Mais moi, au fond, je ne me sentais pas à l'aise. Quand on est enfin arrivé sur le lieu du camping, je regrettais déjà d'être venu. L'endroit était complètement ravagé par la pluie. Il y avait de la boue partout. Et à peine sortis de la voiture, les moustiques nous attaquaient en nuées. Tout était humide, collant, et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation que la nuit allait très mal tourner. On a essayé d'installer les tentes dans une clairière boueuse, avec beaucoup de difficultés. Et à peine avions-nous fini que la pluie s'est remise à tomber, cette fois à torrent. Dès ce moment, l'ambiance a viré au cauchemar. On n'avait d'autre choix que de s'abriter sous une bâche qu'Alex avait apportée. On avait prévu de se promener dans la forêt, de pêcher dans un lac voisin, des trucs comme ça. Mais avec ce temps, tout est tombé à l'eau. Le seul moment un peu positif, c'est quand l'orage s'est calmé. On a réussi à faire un feu de camp, ce qui nous a permis de sentir l'espace d'un instant. Et qu'on campait normalement, on s'est assis autour du feu avec quelques bières, essayant de tirer quelque chose de bon de cette soirée. Alex et Emily étaient collés ensemble d'un côté, et moi, je me suis retrouvé à côté de Lisa, qui a recommencé à raconter une de ses histoires. Mais cette fois, c'était encore plus surréaliste. Elle a parlé d'un collègue de travail qui l'avait embêtée et qu'elle s'était vengée en crevant les pneus de sa voiture sur le parking après le boulot pour qu'il reste coincé. Et elle racontait ça avec un sourire glacial, sinistre, qui m'a littéralement donné des frissons. Sa façon de le dire, avec autant de naturel, comme si c'était drôle, m'a mis profondément mal à l'aise. Je lui ai dit que c'était complètement fou, essayant de ne pas trop montrer mon angoisse. Elle a juste haussé les épaules et a ri. Mais certaines personnes doivent apprendre de la pire des manières, a-t-elle lâché, toujours avec ce calme perturbant. Je l'ai regardée, et je n'arrêtais pas de penser que cette fille était vraiment dérangée. Alex n'a pas semblé surpris ni choqué. Il a tenté de changer de sujet, comme si de rien n'était. Mais moi, je ne pouvais plus rester là. J'ai dit que j'étais fatigué et que j'allais me coucher. Je suis allé dans ma tente.
Et je suis resté là des heures durant, les oreilles tendues, à écouter les bruits autour. La nuit semblait interminable. Et même si je ne voulais pas passer la nuit blanche, j'ai fini par essayer de dormir. Mais vers 2 heures du matin, j'ai commencé à entendre des pas à l'extérieur de la tente. Au début, j'ai cru que c'était un animal, ou peut-être un lutin de la forêt, va savoir. Mais au bout de quelques minutes, j'ai remarqué que les pas ne s'éloignaient pas. Au contraire, ils se rapprochaient de plus en plus. Et puis, en un clin d'œil, ma tente s'est effondrée. J'ai d'abord pensé qu'une grosse branche était tombée dessus, mais rapidement j'ai entendu des coups violents, comme si quelqu'un tapait avec un bâton ou un tronc. Je me suis recroquevillé pour me protéger, mais il n'y avait nulle part où me cacher. J'étais pris dans les débris de la tente, incapable de bouger, et les coups continuaient. C'est à ce moment-là que j'ai crié, et au milieu du chaos, j'ai entendu la voix d'Alex, avec une lampe torche à la main. Il était probablement venu voir ce qui se passait. Juste au moment où je pensais que j'allais mourir là, j'ai entendu la voix de Lisa, et du calme. C'était juste une blague. Le mot « blague » m'a fait exploser. Je suis sorti tant bien que mal des débris de la tente. Alex était là, la lampe à la main, me regardant avec un air de totale incompréhension. Et là, je lui ai balancé « Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fous ?» Elle a juste haussé les épaules et a souri, ce même sourire froid et sinistre que la veille. Alex a essayé de la calmer, de lui dire de se détendre, que c'était sûrement un malentendu, mais je n'y ai pas cru une seconde. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pu fermer l'œil. Je n'avais plus de tente où dormir, alors j'ai passé toute la nuit assis près du feu, en silence, le cœur battant à toute vitesse, espérant que cette fille ne s'approche plus jamais de moi. Parce que sinon, je ne répondais plus de rien. Quel taré. Le lendemain matin, tranquillement, comme si de rien n'était, Lisa s'est comportée avec une joie exagérée. Elle riait, racontait des histoires et agissait comme si ce qui s'était passé la veille n'avait aucune importance. Je lui ai dit que je devais partir, que je ne voulais pas rester là une minute de plus. Mais Alex a refusé, inventant des excuses pour Lisa, en disant que ce n'était qu'une blague bizarre. Je suis parti furieux, impuissant, sans rien pouvoir faire d'autre. Au final, on est rentré dans un silence pesant. Et à partir de cette nuit-là, j'ai coupé tout contact avec Alex. Je n'ai pas parlé avec lui pendant des mois, jusqu'à ce qu'il rompe avec Émilie. Et là, il est revenu vers moi. Il n'arrêtait pas de s'excuser, mais au fond, je savais qu'il le faisait uniquement parce qu'Émilie et sa copine, psychopathe, n'étaient plus dans sa vie. C'est là que j'ai compris qu'il n'avait jamais été un vrai ami, et que peut-être tout ce qui semble normal ne l'est pas toujours. Cette nuit dans la forêt m'a laissé une vraie cicatrice. Chaque fois que j'y repense, j'ai une boule dans le ventre. Je te jure que je n'ai plus jamais voulu remettre les pieds dans cette région. Et même aujourd'hui, quand je passe près de là, tout me revient en tête. Et j'en ai la nausée. Enfin, voilà mon expérience. Et crois-moi, je suis encore étonné de voir à quel point une nuit qui semblait normale peut se transformer en cauchemar. En quelques secondes,